J'ai toujours cru que donner son cœur à quelqu'un, c'était pour le meilleur ou pour le pire. Et pendant 10 ans, j'ai cru qu'Émilie et moi avions ce genre de lien, un partenariat capable de traverser toutes les tempêtes. Mais la vie a une cruelle façon de nous apprendre que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Tout a commencé de façon assez innocente. Émilie s'est mise à rentrer tard, prétextant prendre des cours de yoga après le travail. Elle a aussi commencé à s'habiller différemment, de façon plus voyante, plus audacieuse. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle méritait d'avoir ses loisirs, ses exutoires. Elle travaillait dur comme décoratrice d'intérieur et avait droit à un peu de bien-être. Mais ensuite, les appels ont commencé. Des murmures dans la cuisine, des SMS qu'elle effaçait rapidement dès que j'entrais dans la pièce. Une nuit, alors qu'elle dormait, j'ai finalement cédé à cette voix lancinante dans ma tête et j'ai consulté son téléphone. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Des messages d'un certain Jake. Des messages explicites. Des messages qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait. Je l'ai confrontée le lendemain matin. Elle n'a même pas nié. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec un mélange de défi et d'irritation, comme si je la dérangeais. « Je ne t'aime plus, Tom », a-t-elle dit d'un ton neutre, les bras croisés. « Jake me rend heureuse. » J'aurais dû être furieux. Peut-être l'étais-je, au fond de moi, mais je me sentais surtout engourdi, brisé. 10 ans de mariage, envolé. Mais ce qu'elle a dit ensuite a ravivé quelque chose en moi, quelque chose de froid, de calculateur et de déterminé. Et pour info, a-t-elle ajouté, je demande le divorce et je prends la maison, la voiture et la moitié de ton entreprise. Tu me dois bien ça après m'avoir fait perdre mon temps. Mon entreprise? Celle que j'avais mis plus de 10 ans à bâtir de toutes pièces. Elle n'avait jamais levé le petit doigt pour m'aider, et pourtant elle se sentait en droit d'en avoir la moitié. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'Émilie n'allait pas gagner. Elle n'allait pas s'en sortir indemne, et elle n'allait certainement pas me prendre tout ce que j'avais gagné. Pendant des semaines, j'ai joué le rôle du mari vaincu et désemparé. Je lui ai laissé croire qu'elle avait le dessus pendant que je travaillais en secret. Ma première décision a été d'engager un détective privé, un policier à la retraite nommé Mike. Il avait un comportement pragmatique et un don pour découvrir la vérité. En quelques jours, il m'a fourni des preuves de sa liaison, des photos d'Émilie et Jake à l'hôtel, des reçus de dîner coûteux que j'avais payés sans le savoir, et même une copie du bail d'un appartement que Jake avait co-signé. Le vrai truc? Jake n'était pas qu'une simple aventure. C'était un escroc avec une longue histoire d'escroquerie. Émilie ne le savait pas encore, mais elle ne cherchait pas à se faire avoir. Elle se faisait avoir. Ma deuxième décision a été de sécuriser mon entreprise. J'ai transféré la propriété à une fiducie au nom de mon frère, garantissant ainsi qu'Émilie ne puisse pas y toucher pendant la procédure de divorce. J'ai également liquidé notre compte d'épargne commun, ne laissant que l'argent nécessaire pour couvrir les honoraires de son avocat. Le reste a été versé sur un compte auquel elle n'avait pas accès. Mais la pièce maîtresse était l'arme secrète sur laquelle je travaillais depuis des années, un logiciel de suivi financier basé sur l'IA que j'avais développé dans le cadre de mon activité. Le logiciel avait enregistré chaque centime dépensé par Émilie pendant notre mariage, et il s'est avéré qu'elle avait détourné de l'argent sur un compte secret pendant des mois, argent qu'elle avait utilisé pour financer sa liaison avec Jake. Lorsque la date du procès est enfin arrivée, Émilie est entrée avec l'assurance de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Elle avait un avocat de haut rang, un sourire suffisant et une pile de demandes, incluant la maison, la pension alimentaire et la moitié de mon entreprise. Son avocat a commencé fort, la présentant comme la victime d'un mariage insatisfaisant et moi comme un bourreau de travail insensible. Je suis resté assis en silence, les laissant monter leur dossier, attendant mon heure. Puis ce fut mon tour. Mon avocate, une femme brillante mais impitoyable nommée Karen, s'est levée et s'est approchée du juge. « Votre honneur, nous avons des preuves irréfutables que Madame Carter a non seulement été infidèle, mais qu'elle a également détourné des fonds du patrimoine matrimonial. » Le sourire d'Émilie s'est estompé. Karen présenta les conclusions du détective privé, notamment les photos, les reçus et les détails du compte secret d'Émilie. Le visage du juge s'assombrit tandis qu'il parcourait les preuves. « Et ce n'est pas tout, » poursuivit Karen. « Nous avons des raisons de croire que Jake Matthews, l'amant de Madame Carter, est un escroc notoire qui l'exploite financièrement. Nous demandons un audit judiciaire de tous les comptes et actifs joints. » L'avocat d'Émilie a tenté de s'y opposer, mais le juge l'a réduit au silence d'un revers de main.
J'aimerais en savoir plus. C'est à ce moment-là que j'ai sorti le logiciel. Avec votre permission, votre honneur, ai-je dit en me levant. J'aimerais démontrer comment nos finances communes ont été mal gérées. La salle d'audience, stupéfaite, a regardé le logiciel projeté sur un écran. Chaque transaction effectuée par Émilie était catégorisée et horodatée. Il y avait des milliers de dollars dépensés en hôtels de luxe, cadeaux coûteux et dîners, tous débités sur notre compte joint. Le plus grave, c'était un virement direct de 20 000 dollars sur le compte de Jake, libellé prêt. Le visage d'Émilie devint blême. Le juge se pencha en avant, l'air sombre. « Madame Carter, avez-vous une explication » balbutia-t-elle, cherchant ses mots. Cet argent était destiné aux urgences, et Jake avait besoin d'aide. C'est un homme bien. Un homme bien, déjà condamné à 3 reprises pour fraude? Karen l'interrompit en tendant le casier judiciaire de Jake au juge. Des murmures s'élevèrent dans la salle d'audience. L'avocat d'Émilie semblait sur le point de s'effondrer. À la fin de l'audience, le juge avait statué en ma faveur sur presque tous les points. Émilie s'est vue refuser la pension alimentaire, la maison m'a été attribuée et sa réclamation sur mon entreprise a été entièrement rejetée. Elle a même été condamnée à rembourser les 20 000 dollars qu'elle avait donnés à Jake. Mais le meilleur dans tout ça, le juge a accepté de geler son compte secret jusqu'à la fin de l'audit. La confiance en soi d'Émilie s'était complètement évaporée. Elle quitta la salle d'audience pâle et tremblante, son coûteux avocat la suivant de près. Dans les semaines qui suivirent, j'appris par la rumeur que Jake l'avait larguée. Apparemment, il ne resta pas une fois son argent épuisé. Émilie a emménagé chez une amie, incapable de se permettre le style de vie auquel elle s'était habituée. Pendant ce temps, je me concentrais sur ma reconstruction. J'ai vendu la maison, utilisé le produit de la vente pour investir dans mon entreprise et prendre des vacances bien méritées. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Je n'étais pas seulement un homme qui avait été lésé. J'étais un homme qui s'était battu et avait gagné. Et même si la vengeance n'est pas toujours la réponse dans ce cas, c'était exactement ce dont j'avais besoin.